Euh, je pense que nous allons commencer parce que nous avons pas mal d'orateurs et comme ça on essaie de terminer dans les temps et surtout vous laisser aussi après la parole pour la discussion. Alors tout d'abord, merci beaucoup de vous être inscrits si nombreux à cette conférence sur la place de la culture et de l'éducation dans la lutte contre le racisme. En fait, vous savez tous que ce cycle de conférences et sur le racisme et les discriminations ethno-raciales sont en fait des conférences qui donnent une suite à une étude qui a été justement faite sur le racisme et qui avait été commanditée par la Chambre des députés et qui a été menée par le CFIS et le LISER en 2021. Et justement, suite à cette étude, donc le ministère de la Famille, de l'intégration et à la grande région, ainsi que le LISER, l'Institut of Socio-Economic Research, ont co-organisé tout ce cycle de conférences en vue justement de répondre à un besoin de sensibilisation qui avait justement été exprimé par la population résidée dans le cadre de cette étude. Alors, juste très rapidement pour rappel, la première conférence avait été sur le racisme et stéréotypes, la comparaison avec les autres pays européens et les politiques de lutte contre le racisme. Elle avait eu lieu en septembre. La deuxième en octobre était sur les discriminations ethno-raciales au Luxembourg, la perception de la population. Et la troisième qui avait eu lieu le 17 novembre sur la visibilité et l'invisibilité du racisme et les dynamiques sociales et processus psychosociaux. Donc aujourd'hui, cette quatrième et dernière conférence de ce cycle est placée sous le thème la place donc de la culture et de l'éducation dans la lutte contre le racisme et abordera de manière dont le monde éducatif et culturel peut justement contribuer à la lutte contre le racisme à travers les expériences de 3 projets concrets et les résultats de l'étude sur le racisme. Donc ce sera cet aspect-là que nous allons aborder. Vous voyez ici derrière le Mentimeter, mais nous allons évaluer les résultats du Mentimeter après les interventions des orateurs, mais vous pouvez déjà entre-temps remplir le questionnaire. Je vais me permettre donc de présenter rapidement les invités par ordre alphabétique, étant donné qu'il y en a pas mal et que je ne voudrais pas froisser l'un ou l'autre. Donc je commence par Myriam Abayat de Fincapé, Luxembourg, qui est née à Luxembourg de parents tunisiens. Elle est licenciée en littérature française et elle est chargée de projets pédagogiques au sein de l'ICAEL, Centre d'éducation interculturelle. Elle est membre actif au sein de l'association antiraciste afroféministe et décoloniale, Fincapé. Elle a également évolué dans le milieu associatif, notamment dans des projets d'empowerment à destination des demandeurs et bénéficiaires de protection internationale. Myriam, c'est, voilà, peut-être juste monter votre nom comme ça, on sait qui vous êtes. Alors, il y a Sabrina Castel de Ali Book Club Luxembourg, d'origine argentine et enseignante au secondaire dans le secteur privé et de formation littéraire. Elle lance le projet Ali Book Club en 2020, qui devient rapidement une ASBL. Son association se concentre sur une éducation antiraciste et le médium du livre. Un deuxième, c'est Antonia Ganeto, la troisième, pardon, Antonia Ganeto, qui est licenciée en journalisme et communication. Elle est chargée de direction des ICAEL, Centre d'éducation interculturelle, qui est géré par le ministère de l'Éducation nationale, l'ASTI, et qui est soutenu par la ville de Luxembourg. Elle est porte-parole de l'association antiraciste et afroféministe Fincapé et membre de la commission consultative des droits de l'homme depuis 2021. Pierre Dilissen, qui a fait des études en Comparative et International Education, et il est chargé de projet également à l'ICAEL, au Centre d'éducation interculturelle. Finalement, il y a Sylvain Bech, de formation travailleur social et directeur du CEFIS, qui est le Centre d'études et de formation interculturelle et sociale, actif dans l'immigration des réfugiés actif dans le domaine de la recherche, action, formation. Il est chercheur formateur dans le domaine des migrations, des réfugiés et du racisme et du vivre ensemble, et il est auteur et co-auteur de rapports et publications dans ces domaines. D'ailleurs, il va nous parler donc du rapport de l'étude racisme et discrimination ethno-raciale au Luxembourg. Et puis finalement, nous avons Régis Meus, ici au fin de la table, qui est titulaire d'un master en histoire contemporaine de l'Afrique. Depuis 2014, il est conservateur au Musée national d'histoire et d'art en charge de l'histoire luxembourgeoise contemporaine et des arts décoratifs et populaires, qui a organisé en 2022 l'exposition Le passé colonial du Luxembourg. Il est l'auteur d'ailleurs aussi d'une monographie, une colonie qui nous appartient un peu, la communauté luxembourgeoise au Congo belge de 1883 à 1960. Et il a rédigé pas mal d'articles historiques sur l'histoire coloniale du Grand-Duché du Luxembourg.
Voilà, c'est pour ce qui concerne justement les présentations. Nous allons tout de suite passer bien sûr aux inputs des orateurs. Nous allons commencer d'abord avec Sylvain Bache, donc du CEFIS, qui va nous parler des recommandations des acteurs de terrain en matière d'éducation à l'antiracisme. Son intervention portera sur les principaux constats et recommandations ici du volet qualitatif de l'étude Racisme et discrimination ethno-raciale au Luxembourg, portant surtout sur le secteur de l'éducation et principalement l'enseignement. Ces constats proviennent d'entretiens qualitatifs qui ont été menés par le CEFIS auprès d'experts et d'institutions témoins de racisme et de discrimination, acteurs publics et membres de la société civile. Et il analyse ces entretiens et il en a ici mené des recherches documentaires. Son intervention portera notamment sur les formes de racisme et de discrimination dans le domaine de l'enseignement et ses recommandations. À vous la parole. Merci. Donc j'essaye de respecter le timing qui est de 10 minutes. Donc je fais une synthèse rapide des résultats de l'étude sur le racisme et les discriminations ethno-raciales au Luxembourg dans le secteur de l'enseignement, en me basant surtout sur le volet qualitatif de l'étude qui était en charge du CEFIS, le LISER s'étant occupé du volet quantitatif de l'étude. Laura a déjà présenté le contexte de l'étude. Peut-être il faut rappeler que le CEFIS, dans le cadre du volet qualitatif, a rencontré 67 structures, que ce soit acteurs publics, des acteurs de la société civile, représentants des communautés étrangères. Et il faudrait aussi peut-être mentionner qu'au niveau des 67 entretiens, il y a 32 où il y a des apports substantiels au niveau du racisme et des discriminations dans le domaine de l'enseignement. Donc pas seulement des acteurs publics de l'éducation, mais aussi des représentants des communautés étrangères ou d'associations au contact avec les migrants. C'est une étude générique couvrant tous les domaines sociétaux, dont le secteur de l'enseignement. Donc on n'a pas non plus pu aller en profondeur des différents secteurs, donc d'où l'importance aussi de moments comme celui-ci où on parle plus de l'enseignement. Il y a peut-être un premier constat principal, donc c'est une problématique du racisme et des discriminations raciales protéiforme, donc qui prend de multiples formes et aussi complexe. Il y a d'abord un premier constat, il y a une stratification importante au niveau de l'enseignement luxembourgeois. Le système luxembourgeois est assez stratifié, ce qui ressort à la fois des publications scientifiques au niveau PISA, aussi au niveau du rapport national sur l'éducation, mais aussi qui est aussi ressorti des entretiens. Il y a aussi une reproduction socio-professionnelle qui s'opère parfois au niveau même des métiers selon les nationalités. Quand vous assistez à une remise des diplômes en fin d'apprentissage, donc vous voyez que souvent des personnes de telle ou telle nationalité obtiennent tel ou tel diplôme. Inégalité des chances, ce qui est une problématique aussi régulièrement relevée, c'est presque une constante relevée depuis plusieurs décennies au niveau du système d'enseignement luxembourgeois. Nouveau rapport national de l'éducation, les publications internationales comme PISA le montrent. Le système plurilingue luxembourgeois qui conduit en fait des inégalités, des discriminations, et des auteurs du Bildungsbericht relèvent en fait le caractère constant de ces discriminations. Les facteurs principaux des discriminations sont l'origine sociale, régulièrement relevée, mais aussi, en second plan, le statut migratoire ou le contexte linguistique dans lequel sont éduqués les enfants à la maison. Donc il y a de plus en plus d'enfants qui parlent une autre langue, première langue à domicile que le luxembourgeois. Racisme et des discriminations dans des configurations complexes d'acteurs différents. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut relever. Il y a différentes formes de racisme et des discriminations qui vont des formes visibles et intentionnelles jusqu'aux formes invisibles et inconscientes. Donc il y a toute une panoplie de situations qui peuvent arriver et qui peuvent aussi mettre en évidence ou qui peut se passer entre différents acteurs, les enfants entre eux,
que ce soit dans la cour de récréation ou autre part, entre enseignants et parents, entre enseignants et élèves. Donc c'est une problématique qui existe aussi dans les différents ordres d'enseignement, donc pas seulement au niveau du fondamental, mais aussi du secondaire classique ou du secondaire général anciennement technique. Il y a ensuite une problématique qui a été relevée à plusieurs reprises aussi dans les entretiens, c'est la tendance un peu naturelle de se retrouver entre semblables. C'est en fait un phénomène naturel qui fait que des jeunes se rassemblent autour de points communs, que ce soit la langue surtout, et qui peuvent malheureusement aussi conduire au phénomène de l'endo et de l'exogroupe qui peuvent mener à la mise à l'écart d'un autre enfant. Citation, la fille d'un luxembourgeois mariée à une japonaise disait qu'elle ne voulait plus aller à l'école parce qu'elle était toute seule. Les Noirs sont avec les Noirs, les Luxembourgeois avec les Luxembourgeois, les Portugais sont entre eux, et comme il n'y avait pas d'autres Japonais dans cette école, elle était seule. Beaucoup de ressentis de discrimination, ça c'est aussi au niveau de l'orientation scolaire, c'est un constat relevé aussi des différents acteurs, pas seulement des acteurs publics de l'éducation, mais aussi des acteurs de la société civile, associations en contact avec les migrants. Souvent en lien avec cette orientation scolaire existe vraiment l'impact important de ce qu'on appelle les biais cognitifs et des préjugés, sont en fait des mécanismes mentaux qui attribuent à telle ou telle origine, telle ou telle nationalité une qualité négative. Par exemple, je donne un exemple, les Noirs, entre guillemets, sont paresseux, et du coup, l'enseignant a un peu une attitude qui n'est pas dite vis-à-vis de l'élève, qui va dans ce sens-là. Et la personne qui est cible de ce comportement de mise à l'écart, elle s'adapte par rapport aux préjugés que lui assigne l'enseignant. Donc ces biais cognitifs et préjugés ne s'expriment pas seulement au niveau de l'orientation scolaire, mais peuvent aussi s'exprimer lors de toute évaluation à l'école, mais aussi dans la vie quotidienne à l'école. Il y a justement l'impact négatif, c'est justement cette adéquation de l'enfant, de l'élève, aux préjugés négatifs qui lui est assigné. Ces préjugés ne concernent pas seulement les personnes de couleur, mais aussi les personnes qui ont un phénotype différent, comme les enfants chinois ou les enfants coréens qui ont surtout souffert lors de la crise du Covid, mais aussi, par exemple, les musulmans lors de la fête du mouton, et aussi au niveau de différents ordres d'enseignement. Les étudiants de l'université ont sorti tous les préjugés sur les musulmans. Il y a aussi au niveau des formes du racisme, parfois la violence verbale. Beaucoup d'enfants expérimentent lors de leur scolarisation de la violence verbale, des commentaires racistes qui sont blessants. Les enfants savent aussi comment on peut blesser les autres. Donc la violence verbale est aussi présente comme une forme de racisme. Quand j'étais petite, j'étais assignée comme fille noire et on m'insultait en tant que telle. Ici, c'est d'un enseignant, un jeune appelé Petit Singe de la part de son enseignant tous les jours. Autre problématique structurelle, c'est la question de la représentation stéréotypée et absence de diversité dans les livres scolaires, aussi relevée par différents acteurs de divers bords. Les livres de lecture sont pleins de symboles négatifs sur l'Afrique. La mère d'un enfant aux origines indiennes et jamaïcaines s'est plaint que dans le livre utilisé dans le cours de vie et société, qu'il n'y avait que des illustrations d'enfants blancs. Grande problématique aussi structurelle, c'est l'impact des réseaux sociaux dans la diffusion des stéréotypes et du hate speech. Les jeunes, les enfants sont confrontés de plus en plus jeunes à ces commentaires racistes à travers aussi les jeux vidéo, les plateformes d'échange, à des propos racistes sans aucun contrôle. Visibilité et invisibilité, sujet déjà abordé lors d'une ancienne conférence. Les acteurs de l'éducation ont surtout un rôle global axé sur l'intérêt de l'enfant et le bien-être des enfants et ou l'intégration scolaire.
Donc c'est plutôt une approche globale. Il cherche en fait, même intentionnellement, le bien des enfants, des solutions adaptées à sa scolarité. Toutefois, ces structures-là ne sont pas toujours identifiées comme structures de recours en cas de racisme ou de discrimination, ou abordées en cas de racisme et de discrimination, parce que des fois, ils semblent psychologiquement éloignés et on ne se trouve pas en confiance quand on contacte ces structures. Il y a aussi, quand il y a consultation, le racisme est rarement la première porte d'entrée dans les consultations. Le racisme seulement intervient par interstice au fur et à mesure de la relation de confiance qui s'établit. Et donc, c'est une certaine invisibilité des phénomènes du racisme et des discriminations qui ont renforcé par le fait aussi qu'il y a un certain nombre de conflits ou de discriminations qui sont résolus avant que les médiateurs en charge de la scolarité en soient saisis, par exemple au niveau des régions de classe, si la personne victime s'exprime. Au-delà, au niveau de l'invisibilité, s'ajoutent évidemment les formes invisibles de discrimination et de racisme, comme ce qu'on appelle les micro-agressions. Je passe maintenant dans les recommandations dans le domaine de l'enseignement. Il faut savoir que ces recommandations ne sont pas comme ça tombées du ciel, mais résultent de la méthode de la triangulation. On a à la fois puisé dans la recherche documentaire, on a analysé les thématiques des entretiens au niveau qualitatif, et puis on a aussi analysé les recommandations sur les pistes et recommandations apportées par les acteurs eux-mêmes, en étant attentif aux récurrences de ces recommandations d'acteurs divers. Et alors, face au caractère protéiforme du racisme et des discriminations, qui ne s'arrête pas à un ordre d'enseignement, donc il faut nécessairement trouver des réponses structurelles. Donc il y a d'un côté, qui était régulièrement mentionné, une place plus importante de la lutte contre les stéréotypes, préjugés et le racisme, place plus importante de l'égalité de traitement, qui est un peu le pendant positif de la discrimination, place plus importante de l'interculturalité dans la formation initiale et continue des enseignants, dans le cursus scolaire de la maternelle jusqu'au secondaire, puisque tous les ordres d'enseignement sont concernés. Il faudrait aussi, ou il conviendrait aussi de sensibiliser les autres acteurs de l'enseignement. Certains sont effectivement déjà sensibles, donc on ne part pas de zéro. Donc il y a notamment aussi les acteurs du CEPAS, des CEPAS, à la lutte contre le racisme et les stéréotypes, l'égalité de traitement et l'interculturalité. Il y a aussi la question structurelle des manuels scolaires et du matériel pédagogique. Je pense d'ailleurs qu'il y a pas mal de livres et d'ouvrages qui sont ici aussi exposés. Identification des stéréotypes négatifs, inclusion dans les cours d'histoire du colonialisme, actualisation par rapport à la pluralité de la société luxembourgeoise. Autre réforme structurelle qui est en cours, adapter le système scolaire à la diversité pour éviter les discriminations indirectes ou systémiques, parce que le système luxembourgeois favorise les chercheurs de l'université. Aussi dernièrement encore, le rapport de l'Observatoire national de la qualité scolaire relève en fait cette inégalité et discriminatoire du système scolaire par rapport aux gens, aux personnes venues d'ailleurs et qui n'ont pas à la maison la langue, première langue maternelle, le luxembourgeois. Améliorer l'accueil des primo-arrivants et optimiser l'orientation scolaire. Se donner des moyens suffisants pour lutter contre les préjugés et les biais cognitifs, l'effet Pygmalion qui est fortement présente dans l'enseignement, qui peuvent impacter la réussite de l'enfant. Et puis la question aussi de la violence dès le plus jeune âge, dans les cours de récréation, dans les maisons relais, dès le préscolaire. Donc l'action de prévention et de lutte contre la violence verbale et le harcèlement entre enfants à l'école dès le préscolaire et aussi dans les structures de la petite enfance, les maisons relais. Réseaux sociaux, autres problématiques, BeSecure Helpline est fortement actif dans ce domaine de sensibilisation à l'école, donc c'est vraiment un enjeu majeur. Et au niveau de reconnaissance des enfants, plus allant dans le sens d'une éducation interculturelle aussi, valoriser les apports culturels des élèves de diverses origines à diverses occasions. Donc j'étais peut-être un peu rapide, mais j'espère que j'ai tenu plus ou moins les 10 minutes.
Merci beaucoup. Je pense que ce sera en tout cas intéressant de vérifier si ces recommandations se retrouvent dans les programmes des partis politiques. Donc, nous avons, entre autres, donc décidé qu'à partir de ces constats, on essaie aussi d'être concrète pour voir qu'est-ce qui se fait concrètement déjà sur le terrain dans ce sens. Et c'est pour ça que nous avons donc 3 projets concrets. On va commencer avec le premier, va être présenté par Antonia Ganeto et Pierre Dillissen de IKL, qui est l'éducation interculturelle et antiraciste pour apprendre à vivre ensemble. Je crois qu'on est en plein sujet, en mettant l'accent sur les différences et complémentarités. Ils vont nous proposer des définitions de l'éducation interculturelle et de l'éducation antiraciste, parce qu'il faut savoir de quoi on parle. Et en se basant sur leur longue expérience d'intervention au milieu scolaire, les 2 intervenants discuteront des atouts et des limites des activités de sensibilisation, de formation du personnel scolaire et proposant des recommandations à mettre en place en faveur d'une école plus juste et équitable. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Merci aux organisateurs et de nous donner la parole et de pouvoir aujourd'hui présenter notre service, le service IKL, Centre d'éducation interculturelle, qui a été créé en 1989 par l'ASTI, Association de soutien aux travailleurs immigrés, et qui, tour à tour, va proposer des activités dans le domaine que je qualifierais plutôt d'éducation multiculturelle, donc valorisant plutôt l'apport des communautés étrangères, puis éducation interculturelle, dont les définitions seront présentées par la suite par mon collègue. Et depuis 2019, nous avons donc entamé le volet de l'éducation antiraciste. 2019, c'est également l'année de la conférence Being Black in Luxembourg, organisée par l'ASTI, le CET et le CCDH, justement, et ce sera pour nous la première occasion pendant laquelle, entre autres, Myrlène Fonseca et Michael O'Flaherty souligneront qu'au Luxembourg, comme en Europe, il est impossible pour les citoyens racisés, afrodescendants, d'échapper aux stéréotypes raciaux. Et comme Madame Fonseca le soulignait aussi, cette injustice structurelle, les personnes non blanches surtout en ont conscience, une conscience diffuse depuis leur enfance. Et c'est aussi pour cela que ce fait m'a motivée pour donc m'investir dans ce domaine. En fait, je suis donc née en 1969 dans un pays colonisé, le Cap-Vert. J'immigre à l'âge de 5 ans au Luxembourg parmi les premières familles afrodescendantes noires et je vais effectuer toute ma scolarité ici au Luxembourg. Puis, pendant mon master en journalisme et communication, je vais accorder plus d'attention en écrivant un mémoire sur l'image du noir dans la publicité. C'est dire que ce sujet m'anime et je travaille donc depuis 1994 dans ce service. Donc, nous allons un petit peu faire connaissance de ce service qui a donc une longue tradition. Et ce service est géré par le ministère de l'Éducation nationale et l'ASTI. Donc, il s'agit en fait d'un comité de pilotage qui est présidé par le SECAM, le service de la scolarisation des enfants étrangers, et qui nous mettons donc ensemble régulièrement pour déterminer les priorités et les publics cibles. Nous sommes pour l'instant à 6, en comptant notre collaboratrice qui a été engagée par le biais de l'œuvre de secours national Grand-Duchesse Charlotte à travers le projet Cliché. Nous sommes 6 donc sur tout le territoire du Luxembourg à proposer des activités, donc des ateliers de sensibilisation, des formations, et nous créons aussi du matériel pédagogique dans le domaine de l'éducation interculturelle. Comme vous pouvez le voir, nous avons des parcours très divers et nos profils sont très divers et nous tenons aussi à le souligner
à le souligner parce que nous pensons que cet aspect est extrêmement important. Mais au fait, qu'est-ce que l'éducation interculturelle? Je vais céder la parole à mon collègue qui va vous en dire plus. Alors, bonjour tout le monde. Comme Laura l'a déjà dit, mon nom c'est Pierre Delissen et je travaille depuis maintenant 11 ans au service IKL. Et comme vous le voyez, moi je suis blanc. Alors, ce qui est aussi peut-être très important de savoir de quel point de vue on parle quand on parle de l'antiracisme. Car comme on va vous l'expliquer maintenant, ça fait une grande différence. J'ai passé aussi du temps dans des pays en Afrique. J'ai eu de la chance de faire des recherches pour ma thèse master aussi au Malawi et j'ai aussi après fait des volontariats. Et quand même, ça fait une grande différence d'être là en étant blanc que d'être là en étant une personne afrodescendante. Alors, pour commencer, je vais brièvement seulement expliquer ce que nous entendons par une éducation interculturelle et avant de faire le lien aussi avec l'éducation antiraciste. Nous nous inspirons surtout par les principes directeurs de l'UNESCO que vous voyez ici. Alors, d'après ces principes, ce qui est important, c'est que l'éducation interculturelle, c'est bien plus qu'une offre de cours sur différents sujets. Alors, elle englobe tout le système d'éducation, tel que la politique, les institutions, les écoles, les plans d'études ou les méthodologies, pour ne mentionner que ceux-ci. Alors, notre service, comme Antonia vient de le dire, est composé de 6 personnes. On est en charge pour tout le pays. Alors, on ne peut pas être partout, on ne peut pas tout faire. Alors, ce que nous, on fait, c'est on se concentre surtout sur le 3e principe de ces principes directeurs, c'est-à-dire aussi de proposer des ateliers et des formations autour des sujets liés au vivre ensemble. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'éducation interculturelle, elle ne se limite pas à la mise en place de différents ateliers thématiques, mais devrait faire partie intégrante du système éducatif, et aussi qu'elle ne s'adresse pas à un public cible spécifique. Alors, ce n'est pas une éducation pour, disons, les migrants ou les personnes racisées, mais c'est une éducation pour tout le monde. Et ce qui est important, c'est que l'accent est surtout mis sur le vivre ensemble et aussi sur l'acquisition de différentes compétences qui permettent de participer pleinement et consciemment dans notre société, ainsi que aussi des compétences qui permettent d'interagir avec les personnes dans un contexte marqué par la diversité. Afin d'assurer cette participation à pied égal et pour prévenir les discriminations, il est indispensable de non seulement pouvoir interagir, mais aussi de comprendre les mécanismes de notre société, y compris aussi d'identifier les rapports de pouvoir et aussi les systèmes de domination dans notre société. Et pour cette raison, nous estimons que l'éducation interculturelle n'est pas assez, mais elle doit être complétée aussi par d'autres approches, dont l'éducation antiraciste est une. Donc, nous avons introduit, comme dit, l'éducation antiraciste depuis 2019. Et pour ce faire, nous avons invité tous les acteurs du milieu éducatif à se réunir et à identifier les besoins et surtout de voir qu'est-ce qui est déjà proposé. Dans le but aussi de nous associer pour proposer des activités, du matériel et des formations ensemble. Alors, qu'est-ce que l'éducation antiraciste? Comme dit, l'éducation antiraciste met l'accent sur les rapports de pouvoir. Et en fait, là où l'approche interculturelle cherche plutôt à dépasser les frontières à l'extérieur du groupe, l'antiracisme nomme une frontière à l'intérieur de la communauté nationale. Une frontière qui empêche les descendants de différents groupes de migrantes de prendre place de manière égale dans la société. Donc, il s'agit vraiment d'identifier la source de ces rapports de pouvoir pour pouvoir les dépasser. Cette démarche est aussi et s'appuie sur des démarches portées par des personnes concernées.
Cela est dans la suite, en fait, de démarches qui viennent surtout d'Amérique, des États-Unis, mais aussi des pays anglophones. Et puis, en Allemagne, en Belgique, il y a déjà une tradition assez conséquente. Et le Luxembourg est plutôt dans les balbutiements. Et le but de cette démarche, c'est naturellement d'expliquer, de donner les clés à tous et à toutes pour comprendre les mécanismes, les dépasser et surtout se responsabiliser dans toutes les strates, prendre action pour que ces injustices, ces inégalités prennent petit à petit fin ou du moins qu'on en soit conscient. Quand on parle d'éducation antiraciste, on parle aussi de la perception du racisme comme un phénomène systémique. On ne va pas prendre la personne, l'individu, et lui dire que lui, en tant que personne, est une personne raciste et a fait quelque chose de mal. Nous voulons vraiment expliquer la source de ces phénomènes pour le dépasser. Et ce, naturellement, dans le but de la transformation des attitudes et des comportements, mais surtout des savoirs. Et là, vraiment, l'éducation est interpellée et a une responsabilité, parce que le savoir est transmis par l'éducation, donc le savoir et des pratiques et des règles ayant des effets inégalitaires. Il s'agit simplement de se remémorer de l'éducation de genre, bien sûr que pour éduquer justement à ces inégalités qui sont encore malheureusement présentes, il faut parler de la domination masculine, du patriarcat, et il faut bien sûr aussi que ce soit les femmes qui portent aussi cette démarche pour pouvoir justement dépasser le sexisme, par exemple. Et ceci est similaire quand il s'agit du racisme. Il faut que tout le monde s'y mette, mais il faut aussi des personnes concernées et il faut nommer donc les systèmes inégalitaires. Et cette transmission doit se faire donc aux élèves, aux enseignants et idéalement aussi aux parents pour que ceux-ci puissent justement changer d'attitude. Voilà, et ce que je peux aussi encore dire, c'est que l'antiracisme s'intéresse aux mots. En les prononçant, par exemple, les militants visibilisent l'effet des catégories invisibles. Donc on parle par exemple de blanc, noir, ce qui peut gêner pas mal de gens, on en est conscient. Mais il faut introduire ces mots pour définir les mots, donc le mal, mais ceci surtout avec le but de les dépasser, de dépasser ces polarités pour justement, éventuellement, après avoir identifié les groupes et les différentes expériences, pouvoir les dépasser. Mais il faut vraiment avoir le courage d'identifier les catégories, même si cela porte à une certaine, on va dire, un malaise. Et donc, tout ceci, donc une pédagogie axée sur les questions d'équité, de justice, pour justement avoir un impact à long terme, sensibiliser et dépasser les binarités polarisantes pour changer notre monde. Je vais continuer pour expliquer ce que nous, on fait concrètement dans le domaine de l'antiracisme à l'école. Alors, ce qui est important, c'est d'un côté, nous proposons des ateliers de sensibilisation, alors surtout auprès des élèves dans des établissements du secondaire. On est aussi en train d'adapter les programmes pour le fondamental, mais pour le moment, c'est surtout dans le secondaire qu'on est actif dans ce domaine-là. Et ce que nous proposons aussi, c'est des ateliers à des publics adultes. C'est d'un côté la formation continue aussi pour le corps enseignant, et aussi dans le stage et aussi la formation continue du personnel éducatif et psychosocial. Et nous travaillons aussi chaque année avec la police grand-ducale où nous abordons aussi ce sujet-là. Pardon. Et un autre champ thématique qui est très important, c'est la représentation
dans les livres, et c'est Myriam et Sabrina qui vont vous parler plus en détail après quand ils vont présenter le projet Visible. Et finalement, nous sommes aussi en charge de la réalisation du projet Cliché de l'œuvre nationale de secours Grand-Duchesse Charlotte en partenariat avec l'ASTI. Et dans ce cadre, il y avait aussi plusieurs projets qui allaient dans cette direction. Et pour seulement nommer quelques-uns, c'est d'un côté, par exemple, le roman graphique de Chantal Mack et de Teutenage Mamietzedin, ou par exemple aussi l'exposition Voices de Martin Pillel qui aide aussi à donner une voix à ceux qui ne sont souvent pas visibles. Mais il y a encore d'autres. Il y aura aussi un nouvel appel à projet qui a été publié il y a quelques jours, et tout enseignant qui est intéressé, aussi tous les artistes, ils peuvent aussi introduire des projets qui sont en lien avec des sujets en relation avec notre société multiculturelle, soit les migrations ou l'antiracisme. Et pour conclure, le racisme nous concerne tous et toutes. Alors, ce qui est important, c'est qu'il faut adapter les approches et les contenus au public cible. Alors, c'est aussi important de proposer un programme adapté aux différents publics, voire les personnes blanches ou les personnes racisées, ou aussi les multiplicateurs ou les professionnels des différents domaines. Ce que nous savons bien sûr aussi, c'est que dans les écoles, par exemple, ce n'est pas facile de proposer des projets en non-mixité. Alors là, il y a toujours les groupes avec des enfants racisés, avec des enfants non racisés aussi, bien sûr, avec le personnel encadrant. Mais ce qui est important, c'est qu'on sait qu'il y a ces différences et qu'on essaye aussi de mettre en place une atmosphère où chacun se sent à l'aise. Quelques pistes que nous avons pour essayer de créer une telle atmosphère, c'est d'un côté de créer un espace de confiance en convenant des règles de conduite, aussi d'éviter la victimisation et la moralisation, de promouvoir une écoute active et d'accueillir tous les témoignages avec bienveillance, et aussi de donner aux jeunes la possibilité de se voir représentés et compris à travers les animateurs. Alors on le fait toujours au moins à deux, alors une personne blanche et une personne racisée. De plus, pour aborder le racisme à l'école, ce qui est important, c'est aussi d'outiller le corps enseignant avec les connaissances et l'assurance nécessaires pour traiter ce sujet sensible en classe. Alors d'un côté, ce qu'il faut, c'est une offre de formation qui est adaptée et qui est aussi indisponible, ce que Sylvain vient aussi de dire, ce qui est une recommandation du rapport. Et puis, ce qui est aussi important à notre avis, c'est d'avoir une offre de matériel pédagogique adapté pour aussi donner les outils aux enseignants. Et ensuite, ce qui est très important aussi, c'est que chaque membre du corps enseignant ou du personnel éducatif et psychosocial doit être sensibilisé au racisme et ses répercussions et être capable d'en parler avec les élèves. Pourtant, nous remarquons aussi souvent qu'une différence est ressentie pour les jeunes racisés selon qu'ils s'adressent à une personne concernée ou non. C'est aussi la raison pourquoi j'ai dit que ça fait une différence si on est blanc ou si on est une personne racisée. Car le rapport et la confiance pour parler du racisme avec une personne qui est perçue comme quelqu'un ayant potentiellement eu un vécu similaire est nettement meilleur. Pour soutenir tous les élèves de nos écoles, il est alors essentiel que la diversité de nos sociétés se retrouve parmi les personnels de nos écoles et aussi à tous les niveaux. Alors pas seulement le concierge ou les enseignants, mais aussi les directeurs à tous les niveaux. Et comme on vient de le dire, un autre élément est aussi la représentation et aussi les modèles d'exemple dont Myriam et Sabrina vont vous parler encore plus. Voilà, donc les dernières conclusions, c'est de dire que justement les démarches antiracistes doivent être entreprises de façon holistique. Donc c'est un champ thématique très étendu. Il faut traiter en classe aussi bien les différents aspects du racisme que les aspects historiques, l'aspect sociologique, les mécanismes et la discrimination ethno-raciale.
et les conséquences pour les différentes communautés concernées ou non concernées. Je parle ici de charge raciale qui n'est malheureusement pas assez thématisée. Les conséquences de cette charge psychologique sur les personnes racisées qui doivent adopter systématiquement des stratégies d'adaptation, porter des masques pour pouvoir échapper aux stéréotypes et aux discriminations. C'est une charge que les enfants portent, les adolescents portent, les adultes portent et qu'il faut absolument prendre en compte. Donc cet aspect psychologique et les conséquences. Donc il s'agit vraiment d'y porter attention. Et ce que je voudrais dire, c'est que nous, on est sur les terrains. Nous sommes 6, donc tout le personnel est présent aujourd'hui. Et je dois souligner l'aspect, la pénibilité de notre travail. C'est un travail qui demande beaucoup d'engagement, beaucoup d'efforts. Il faut savoir que pour faire ce travail qui nous semble être essentiel, il faut absolument prévoir des créations d'espaces de parole parce que souvent les enseignants ou les personnes du CEPAS viennent vers nous pour rapporter des événements et que nous devons prendre en compte. Et il faut vraiment créer ces espaces de parole pour les personnes concernées et non concernées, parce que le personnel est aussi parfois perdu devant et n'ont pas les outils. Et il faudrait donc créer ces espaces de parole pour les personnes concernées et non concernées. Et je finirai par dire qu'il faut vraiment mettre l'accent sur le mentoring d'experts concernés et non concernés, parce que, encore une fois, je souligne la pénibilité de ce travail et il faut investir dans ce travail et dans ces personnes. Par exemple, aussi prévoir un suivi psychosocial pendant et après notre travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Justement, comme déjà indiqué, nous allons passer maintenant à vraiment un exemple concret qui va nous être présenté par Myriam Abayet de Fincape et Sabrina Castello de Ali Book Club. En fait, justement, on a parlé de visibilité. Le projet s'appelle Visible, la contribution de la littérature et d'éducation à la lutte contre le racisme. Et les intervenantes vont donc aborder le projet Visible en mettant en évidence les bonnes pratiques antiracistes dans le domaine de l'éducation et de la littérature. Et elles évoqueront les principaux constats rencontrés dans leur formation sur le racisme quotidien en milieu scolaire et le projet d'une bibliothèque inclusive et antiraciste, ou encore lors de conférences thématisant la représentation de la diversité dans la littérature ou portant sur la déconstruction des récits, avant de conclure par un bilan de recommandations également. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, merci. Merci pour l'organisation et merci d'être aussi nombreux. Donc, je suis Sabrina Castello, comme présenté juste maintenant. Donc, on va présenter le projet Visible, qui est un projet concret qui est donc porté par l'association Ali Book Club en collaboration avec donc l'association Fincape, mais également l'ICAEL. Ce projet a été présenté dans le cadre du plan d'action national PAN 2021. C'est un projet qui a pour ambition donc de favoriser la présence des pluralités dans les étagères scolaires, renforcer le sentiment d'appartenance des personnes racisées ou ayant des identités plurielles et sensibiliser à une éducation inclusive et antiraciste. Alors, nous partons de plusieurs constats quand nous proposons ce projet. Le premier, c'est le constat local. Donc, en 2021, nous avons 43,8% des élèves du fondamental, 38,9% des élèves du secondaire qui ont une nationalité étrangère au Luxembourg. Et nous partons de cette étude européenne de 2018 qui a été menée par la FRA, Being Black in the EU. Donc, dans cette étude, à plusieurs questions sur comment est perçu le racisme par les personnes concernées au Luxembourg. Le Luxembourg va se classer tantôt dernier, tantôt avant-dernier. Donc, on va dire que c'est une étude qui est assez parlante sur la situation locale. Et pour proposer le projet Visible, nous avons finalement répondu à l'avis numéro 4 des conclusions de cette étude, qui était donc, je cite,
conformément au principe de l'égalité de traitement, les États membres de l'UE devraient envisager d'adopter des mesures destinées à prévenir ou à compenser les désavantages liés à la race ou à l'origine ethnique, comme l'autorise l'article 5 de la directive sur l'égalité raciale. Donc, c'est sur base de ce constat que nous proposons le projet donc, visible. Je passe la parole à... Donc, bonjour, Myriam Abayed. Donc, pour ce qui est des constats dans le livre et l'éducation, nous sommes partis du principe qu'il existait des grandes disparités dans le domaine du livre. On prend pour exemple le Doll Test, qui est un exemple concret de comment et à quel point en fait, le manque de représentation impacte les personnes racisées. Donc, le Doll Test, pour rappel, c'est une recherche qui a été initiée à partir des années 40 par un couple de chercheurs afro-américains et pour évaluer l'image de soi sur les enfants afro-américains, justement. Et dans cette expérience, on demande à des enfants racisés de choisir qui, entre la poupée blanche et la poupée noire, est la plus belle, est la plus gentille, et en donnant ensuite des attributs plutôt négatifs, qui est le plus méchant, qui est le plus moche. Et résultat du compte, c'est de manière systématique, les enfants donnent les attributs positifs à la poupée blanche, et les attributs négatifs à la poupée noire. Et quand on demande justement à ces enfants de... chez quelle poupée ils s'identifient chez la poupée noire. Cette expérience a été faite dans plusieurs contextes, elle a été répétée depuis les années 40, elle a été effectuée dans un contexte européen, en France, en Allemagne, en Italie, et on retrouve toujours des résultats similaires. Donc, des recherches ont été effectuées, notamment ici aux États-Unis, sur une recherche sur la diversité, la présence de la diversité dans les livres pour enfants. Et comme on peut constater ici, on se rend compte que les animaux, les personnages d'animaux sont beaucoup plus présents que les personnages racisés, par exemple. Malheureusement, ici en Europe, on n'a pas forcément la possibilité d'effectuer ces statistiques-là, on manque de données, mais on peut partir du principe que les résultats sont également similaires. Ensuite, pour ce qui est de la méthodologie qui a été adoptée dans le cadre du projet Visible, on s'est appuyé sur les recherches effectuées par Rudine Sims Bishop, qui est professeur émérite de l'Université de l'Ohio, et qui a développé notamment le concept de livre miroir et de livre fenêtre. Donc, livre miroir, ce sont des livres dans lesquels on peut se reconnaître en tant que personne, et les livres fenêtres sont plutôt des livres qui nous permettent de nous ouvrir au monde. Et Rudine Sims Bishop dit que lorsque les enfants ne peuvent pas se retrouver dans les livres qu'ils lisent, ou lorsque les images qu'ils voient sont déformées, négatives ou risibles, ils apprennent une leçon puissante sur la façon dont ils sont dévalorisés dans la société dans laquelle ils grandissent. Nous nous sommes également appuyés sur d'autres recherches et d'autres concepts, notamment ici Andrea Karimé, qui est une chercheuse allemande, autrice allemande, qui dit que Vielfalt bedeutet Vielstimmigkeit. Also, dass Kinderbücher aus vielen verschiedenen Perspektiven, nicht nur aus der Weißen geschrieben, vorgelesen und beurteilt werden. Ensuite, nous avons aussi Elodie Malanda, qui, pour information, est une chercheuse luxembourgeoise, afrodescendante, et qui s'est concentrée sur la littérature, la représentation de la littérature jeunesse, donc tant dans l'espace germanophone que dans l'espace francophone. Et je vais tout simplement lire la citation. Was Angst macht, ist natürlich nicht die Race der Autorinnen. Seit dem Hype diverse Kinderbücher und der Globalisierung der Black Lives Matter-Bewegung nach George Floyds Tod suchen Verlage sogar gezielt nach schwarzen Kinderbuchautorinnen. Was Angst macht, sind Themen, die auf den ersten Blick nur eine eingeschränkte Zielgruppe betreffen, nämlich schwarze Menschen. Ensuite. Alors, le projet Visible, on l'a organisé en deux grands axes, littérature et éducation. Pourquoi ? Parce qu'on reste aussi dans nos champs d'expertise. Donc, je rappelle que nous sommes formés en littérature ou enseignantes, et avec IKL, c'est la même chose. Donc, on est resté dans nos champs d'expertise et on a proposé donc un volet littérature, un volet éducation. Le volet littérature, on a notamment organisé 2 conférences. Vous les retrouvez sur YouTube. Il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Visible PAN 2021. La première conférence s'intitulait « La représentation de la diversité dans la littérature ». Là, il était question de poser les bases.
On a tout de suite d'ailleurs décortiqué le terme diversité, décortiqué, critiqué, on a commencé à questionner la perspective, etc. On a posé les bases, on a aussi abordé tout le jargon, le côté terminologie. La deuxième conférence s'appelle « Déconstruire nos récits, construire nos histoires ». Ici, on est allé un cran plus loin dans l'analyse et on a questionné la perspective, qui écrit, qui est publié. On a aussi demandé pourquoi il est aussi important de se réapproprier ses propres récits, sa propre histoire. Donc ça, vous pouvez le retrouver sur YouTube. Le volet éducation, on a notamment dispensé 2 formations à l'IFEN. La première formation de 6 heures s'intitule « Racisme au quotidien en milieu scolaire, reconnaître et éliminer les préjugés et les microagressions ethno-raciales ». C'est une longue formation où nous avons eu de très bons retours. La deuxième, pour une bibliothèque inclusive et antiraciste, un petit peu plus courte, une formation de 4 heures. Ici, on vous a copié en dessous quelques retours et je vais me concentrer sur un des 2 retours, celui d'en dessous, qui nous dit « Keine konkreten Lesetipps, keine Leseliste mit Empfehlungen. Es wurde nur über Rassismus gegenüber Schwarzen geredet. Das Thema Inklusion wurde komplett ausgeblendet. » Donc ici, ce qu'on peut voir, c'est que de manière systématique, pendant toute la durée du projet, les personnes à certains postes clés, notamment des bibliothécaires scolaires, des librairies régionales, des bibliothèques régionales, des librairies, nous demandaient systématiquement une liste. C'est-à-dire que nous avons systématiquement refusé. Parce que nous ne pensons pas qu'avoir une liste est suffisant vu l'étendue du problème. Et évidemment, nous, ce qui nous intéresse, ce sont de former des multiplicateurs éducatifs, des multiplicateurs de savoir, et pas juste donner une liste clé en main. Il s'agit de former les personnes pour que les personnes se responsabilisent, soient aussi autonomes et soient à même de distinguer entre un livre qui a des représentations stéréotypées et racistes et un livre où les personnes sont représentées de manière adéquate, on va dire. Et pour la deuxième remarque, nous sommes parfois confrontés à une certaine résistance de la part des apprenants dès qu'il va s'agir de parler de négrophobie ou de racisme anti-noir. Lors de cette formation, nous avons aussi parlé des spécificités de la communauté portugaise, des spécificités de la communauté italienne au Luxembourg. Nous avons parlé d'islamophobie. Nous avons fait des liens historiques avec le génocide des populations natives en Amérique du Sud. Donc il n'est pas uniquement question dans nos formations de négrophobie ou de racisme anti-noir, mais il faut dire ce qui est, il faut traiter ce sujet de la négrophobie de manière très rigoureuse et sérieuse, puisque ne pas le traiter ou ne pas lui donner la place qu'il mérite, c'est complètement oublier tous les liens historiques qui sont à faire et donc passer à côté du sujet du racisme structurel. Voilà, donc les biais cognitifs, on en parle aussi dans nos formations. Monsieur Bech en a déjà parlé avant. Je rajouterai simplement peut-être que les biais cognitifs et du fait que nous sommes tous biaisés, que cela ne témoigne pas d'un manque d'intelligence. On est tous concernés. Il faut faire ce travail d'autoréflexion sur nos propres pensées. Et je rajouterai simplement qu'ils ne viennent pas de nulle part. Dans un contexte social, si nous sommes biaisés ou influencés, il faut faire ces liens, donc, et nous les faisons dans les formations avec l'histoire coloniale. Ce ne sont pas des pensées qui nous tombent du ciel quand nous avons ces biais cognitifs. Voilà. Et je pense qu'on a juste ça, encore une fois, pour montrer l'importance de mettre l'accent sur la négrophobie et le racisme anti-noir lors des formations où on traite du racisme structurel. C'est la seule manière de véritablement faire les liens qui conviennent ici pour traiter le sujet.
Ensuite, en ce qui concerne l'aspect pérennisation, donc, notre projet s'est clôturé à la fin de l'année 2022. Mais nous comptons continuer avec ce projet parce que nous estimons qu'il est d'une importance essentielle, notamment dans le domaine de l'éducation et dans le domaine de l'édition, dans le domaine du livre de manière générale. Donc il y a une pérennisation qui est prévue dans le cadre d'une collaboration avec l'ICAEL. Nous finalisons les valises éducatives courant 2023 et des activités et des projets sont prévus et ouverts au grand public en 2023. Nous avons aussi élaboré quelques recommandations dans le cadre du projet Visible, notamment de mettre l'accent sur les formations destinées aux enseignants et aux agents éducatifs. Éduquer son regard, donc en anglais gaze, c'est un concept qui a été élaboré par Foucault en 1975 et qui détermine un petit peu la façon dont un individu ou un groupe se représente ou représente les autres au sein du monde dans lequel il vit. Mais aussi, nous mettons l'accent sur l'intégration d'approches inclusives, interculturelles et intersectionnelles dans les programmes et manuels scolaires, l'intégration d'une unité consacrée au passé colonial luxembourgeois dans les programmes scolaires, et notamment que ce soit un module obligatoire qui fasse partie intégrante du programme et non pas une partie optionnelle comme c'est le cas aujourd'hui. Et en ce qui concerne les bibliothèques scolaires inclusives et antiracistes dans les écoles, nous mettons l'accent sur le fait d'accroître la présence de livres sortant du paradigme eurocentrique, c'est-à-dire d'avoir une perspective européenne de certaines histoires, par exemple, de certains romans, etc. De mettre l'accent sur des illustrations, des histoires non stéréotypées, reflétant l'expérience de vie des personnes racisées. Et dans ce cadre-là, il y a notamment, par exemple, un genre littéraire qui est en train de s'accroître, c'est notamment celui des Own Voice, où différents groupes, notamment, abordent la question, par exemple, du racisme, mais pas seulement, des questions queer, des identités trans, etc. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour toutes ces recommandations. Je tiens à vous rappeler que toutes ces documentations seront sur le site du ministère, donc vous pourrez revoir toutes ces présentations. Donc, nous avons encore un dernier orateur, qui est Régis Meuse, qui, lui, va nous parler justement qui est du Musée national d'histoire et d'art luxembourgeois, donc sur l'exposition Le passé colonial du Luxembourg, qui a suscité un grand intérêt du public avec plus de 23 000 visiteurs. Et le sujet a aussi polarisé un peu les opinions, et les réactions des visiteurs à la fin de l'exposition montrent une conscience de plus en plus croissante de la population des liens historiques entre colonialisme et racisme. Et puis, bon, moi, je vais laisser à M. Régis Meuse. Je voulais juste encore ajouter quelque chose, c'est que, effectivement, des livres ont été ramenés qui se trouvent à l'entrée. Donc, vous aurez l'occasion, si vous avez encore le temps tout à l'heure, avec les intervenants, éventuellement, de voir cette petite exposition de livres, justement, sur ce projet Visibilité, que je pense que serait aussi une façon de voir concrètement comment pouvoir les utiliser, etc. Donc, je vais laisser à Régis Meuse l'intervention sur justement cette exposition. Merci, et merci également pour l'invitation et pour la possibilité de présenter un peu quelques réflexions autour de cette exposition qui, en tout cas pour les expositions qu'on montre au Musée national d'histoire et d'art, d'ailleurs vous voyez que j'ai mis d'archéologie, d'histoire et d'art, on est en plein processus de changement de nom puisque depuis le mois de décembre on a changé de nom et que l'archéologie a été rajoutée, mais qui a eu une visibilité dans la presse et aussi qui a suscité énormément de discussions, parfois très passionnantes, parfois plus polémiques, quelque chose que nous avons d'ailleurs en partie sous-estimé en tant que musée, mais aussi quelque chose qui pour moi en tant que commissaire scientifique a été en fait une révélation, c'est qu'on a eu beaucoup de visites, moi j'ai fait beaucoup de visites guidées, on a eu des réactions très émotionnelles de personnes privées qui finalement sont peut-être rendues compte que historiquement, ces personnes n'étaient pas toutes seules à avoir ressenti certaines discriminations aussi à travers l'histoire. Alors, comme on est dans un propos plus historique maintenant, je vous rends attentif que certaines des sources que je vais montrer utilisent le langage de l'époque, mais comme on a beaucoup parlé de déconstruction,
de stéréotypes, de déconstruction du biais cognitif, dont des termes qui ont déjà été évoqués aujourd'hui. Je pense que c'est aussi un peu important de montrer de quoi on parle en fait, de qu'est-ce qu'il faut déconstruire et qu'est-ce qui est peut-être inscrit dans le subconscient. Et bien entendu, ces sources ne reflètent absolument pas mon opinion ou ma pensée personnelle, mais sont là à des titres illustratifs. Alors, quelques idées reçues par rapport à ce passé colonial. Alors, pour paraphraser le titre de la graphic novel de Chantal Mack, qui est Dat het Nijmegen Oost-Indien, comme si le fait que le Grand-Duché de Luxembourg, effectivement, en tant qu'État, n'a jamais été une puissance coloniale au terme, dans une définition juridique, ferait qu'il n'y aurait eu aucune relation dans une économie globalisée avec des entités colonisées, ce qui est absolument faux. Ce serait une histoire taboue au Luxembourg. On en a effectivement peu parlé à l'école jusqu'à présent, mais c'est quand même un domaine d'études historiques où il y a une quinzaine d'auteurs qui, depuis les années 1950, même depuis l'époque coloniale même, ont traité ce sujet de la présence de luxembourgeois dans des colonies au XIXe et au XXe siècle à travers le monde. Donc, si vous voulez, la boîte à outils, elle se précise au fil du temps, mais ce n'est pas un sujet qui est totalement... qui a été totalement obscurci. Au contraire, jusque dans les années 60, c'est plutôt quelque chose qui était présenté comme quelque chose dont on était fier. Et puis alors, un colonialisme sans colonie, ça ne peut pas exister. Je vais vous rendre attentif à deux exemples étrangers. La Suisse, j'ai pris ici le titre d'un bouquin assez symptomatique. La Suisse, on la connaît pour le chocolat, qui est un produit colonial par excellence. Donc aussi, la Suisse, qui n'a jamais été une puissance coloniale, a eu des liens avec le colonialisme. Et puis, moi, j'adore le titre d'un article déjà assez ancien sur l'Allemagne qui a perdu ses colonies africaines après la Première Guerre mondiale, Wir nicht, die anderen auch. Ça me rappelle un peu les discussions qu'on a parfois eues les dernières années sur ce passé colonial du Luxembourg, mais nous, ça n'a rien à faire avec nous. Mais ok, peut-être on a une petite part, mais les autres, ils sont pires que nous. C'est-à-dire, voilà, ce sont des discussions qui s'inscrivent aussi dans un contexte plus large. Alors, le contexte de l'exposition, et j'ai un peu écourté mes slides et j'ai oublié, de cette manière-là, j'ai hélas enlevé quelques illustrations qui montraient effectivement la conférence Being Black in Luxembourg, qui a été un moment aussi un moment clé aussi dans ces discussions sur ce passé colonial, et surtout en 2020, l'amplification du mouvement Black Lives Matter à travers l'ensemble de la planète au sortir du premier confinement, qui a aussi jeté énormément l'actualité, mis toutes ces questions au centre de l'actualité. Alors, le contexte de l'exposition, c'est, vous voyez, le 100e anniversaire de l'ouverture de la fonction publique coloniale belge. Donc, il y a une spécificité luxembourgeoise qui est que les Luxembourgeois, à partir de 1922, pouvaient devenir fonctionnaires coloniaux ou Congo-belges, étaient mis à égalité des Belges. C'est-à-dire que le Congo, comme on disait à l'époque, était une colonie qui nous appartenait un peu. Fin de citation. Donc, ce sont des choses qui sont quand même un peu plus spécifiques. Vous connaissez l'ensemble du contexte de discussion depuis quelques années autour de l'antiracisme et de la centralité aussi du passé colonial dans ces discussions, notamment à travers les discussions qui ont lieu principalement dans nos pays voisins, aux États-Unis, en Grande-Bretagne aussi, sur la restitution de biens spoliés pendant la période coloniale, ce qui est quelque chose qui concerne bien entendu le monde des musées, et également le lancement en 2022 par le ministère d'État d'une enquête historique confiée au C2DH de l'Université de Luxembourg, et je salue d'ailleurs Julia Arnoncourt et Kevin Gurgeon qui font cette étude, qui sont aujourd'hui présents dans la salle. Avant le lancement de l'exposition, nous avions constitué un comité de la société civile qui a fonctionné cas à cas suite au contexte de la pandémie, donc qui regroupait une dizaine d'associations ONG actives dans le domaine de la coopération, mais aussi associations actives dans le domaine de l'antiracisme ici au Luxembourg. Et là, quelques lignes de force avaient été relevées, comment aborder donc, ce passé. Donc je vous invite à lire les citations qui sont sorties du rapport d'une de ces réunions. Mais aussi, et ça, le dernier point sur lequel moi j'aimerais bien insister aussi, c'est donc prendre conscience du passé sans juger nécessairement les individus. Et là, on rejoint l'aspect de l'éducation.
vous avez beaucoup de gens qui, dans les années 50, encore étaient persuadés du bien fondé moral de leur participation à un système colonial, parce qu'ils étaient confrontés à un système idéologique totalement différent de celui dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et le rôle de l'éducation est là primordial, et nous voyons justement l'histoire permet de montrer qu'il y a des exemples qui vont exactement dans l'autre sens que ce que nous voulons et nous recherchons aujourd'hui. Alors voilà quelques images de l'exposition qui a donc été démontée début novembre de l'année passée, pour celles et ceux d'entre vous qui ne l'ont pas vu, et également le fait sur lequel nous voulions rendre attentif, c'est que ce passé colonial a une actualité. Nous avons essayé de le montrer, parce que nous avons terminé notre exposition historique plus ou moins autour de l'année 1960, mais en montrant les témoignages de 9 personnes qui vivent au Luxembourg ou qui ont très longtemps vécu au Luxembourg, dont leur biographie, leur vie intime a été très fortement marquée par le contexte politique, économique et social de la colonisation, d'anciens colons jusqu'à, par exemple, des enfants nés de mères africaines et de pères luxembourgeois dans les années 40 et 50 et qui vivent aujourd'hui au Luxembourg. Donc voilà, je l'ai déjà évoqué. Donc, au XIXe siècle, on retrouve des luxembourgeois en fait un peu partout. Donc il y a des luxembourgeois qui sont dans les légions étrangères. Il y a des ingénieurs qui construisent des chemins de fer en Afrique, en Asie. Il y a des jeunes gens qui partent à l'aventure, entre guillemets. Vous trouvez plus de 1000 luxembourgeois au XIXe siècle qui combattent dans l'armée néerlandaise des Indes, dans l'Indonésie actuelle. Et à partir de 1922, du point de vue historique, il y a un recentrage. C'est-à-dire à partir de 1922, c'est dans le contexte de la conclusion de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, c'est parallèle à cela, la Belgique permet aux luxembourgeois donc d'entrer, de devenir fonctionnaire colonial au Congo. C'est-à-dire en tant qu'avec un passeport luxembourgeois, vous pouvez devenir, qu'on disait, agent ou administrateur territorial au Congo belge, et vous ne pouvez pas devenir fonctionnaire d'État à Liège, par exemple. Mais le Congo a donc, et donc de cette manière-là, est devenu comme le disait le président du lobby colonial luxembourgeois, le cercle colonial luxembourgeois, donc l'association qui regroupait à l'époque les coloniaux luxembourgeois. Le Congo était une colonie qui nous appartient un peu, même si elle ne nous appartient pas entièrement. Pour vous donner quelques exemples, comment on parlait à l'époque de ce passé colonial. Donc on parlait au Luxembourg de collaboration coloniale belgo-luxembourgeoise. Vous voyez d'ailleurs ici une citation de la Grande-Duchesse Charlotte de 1956 qui salue l'héroïsme des luxembourgeois qui ont participé au système colonial, qui ont, comme on disait à l'époque, donc avec 25 000 guillemets, ouvert l'Afrique avec encore plus de guillemets, à la civilisation. Concept, bien entendu, que nous devons déconstruire absolument aujourd'hui. Mais vous voyez, donc, quand on parle et si vous parlez à des gens qui ont un certain âge ici au Luxembourg, ce sont des citations auxquelles ils ont été confrontés et qui peut-être expliquent pourquoi les points de vue sur ce passé sont peut-être aussi polémiques si on fait des cotes générationnels et selon les générations. Alors, les Luxembourgeois au Congo belge, leur nombre a été assez important. C'est-à-dire, à la fin de la période coloniale, il y a près de 600 Luxembourgeois qui vivent et travaillent au Congo belge, à une époque où il y a 300 000 habitants au Luxembourg, donc à peu près 2 Luxembourgeois pour 1000 à la fin de l'époque coloniale qui vivent et pour la plupart travaillent aussi au Congo belge. Pour la Belgique, on est plutôt entre 1,5 et 2%. Donc on est quand même toute proportion gardée. Et si on projette d'ailleurs le nombre de luxembourgeois sur la population au Congo belge à l'époque, vous voyez que le chiffre ne dépasse jamais 1,2% de la population européenne au Congo. Donc en sachant qu'à la fin de la période coloniale, si je ne me trompe pas, il y avait à peu près 200 000 Européens pour plus de 13 millions d'Africains au Congo belge. Et les luxembourgeois sont donc... Ce qui explique peut-être que les autres pays s'intéressent moins à cette période. Les universités étrangères s'intéressent peut-être un peu moins à étudier cette histoire qui finalement peut paraître un peu anecdotique si on se place à Paris, à Bruxelles, mais qui depuis Luxembourg est importante. Alors au Luxembourg, les colonies étaient présentes. Et c'est ça qui a aussi un énorme impact, je pense, sur la perception qu'on a aujourd'hui de ce passé et aussi... Je vais voir ça dans un deuxième moment sur
des préjugés racistes qui persistent encore aujourd'hui. Alors, au Luxembourg, on faisait de la propagande coloniale, dans le sens que, par exemple, vous étiez un jeune homme qui faisait passer son bac au Luxembourg dans les années 30, dans les années 50. La chance était grande qu'un fonctionnaire colonial vienne à un moment dans votre classe vous vanter les mérites de devenir fonctionnaire colonial au Congo. Vous gagnez bien votre vie, vous aviez une vie aventureuse, et voilà, vous aviez un certain pouvoir aussi en allant là-bas. Vous aviez des représentations de ces personnes qui vivaient au Congo comme des héros. Donc vous avez vraiment quelque chose qui a eu sans doute une importance, un impact important sur les mentalités. Ici, une plaque qui, depuis plusieurs décennies, n'est plus accrochée dans la mairie, à l'hôtel de ville de Luxembourgville, mais qui avait été accrochée en 1956, donc hommage officiel aux Luxembourgeois morts au service du Congo belge, ou cette brochure de 1955, dans le cadre de Mission économique, où on voit les liens. Alors pour arriver au cœur de notre propos, les stéréotypes de cette époque ont la vie dure. Ici, vous voyez une petite réclame de 1914 où, chez Sternberg, dans la Grand Rue, une machine à laver a été présentée. Je vous laisse lire le texte en allemand, et que c'est quand même le personnel qui sait comment on utilise cela, qui à l'intérieur du magasin expliquait donc le fonctionnement de la machine. D'autres publicités que vous voyez dans la presse également, donc ici en Afrique, voilà, je vous laisse lire ce qu'on voyait encore dans les années 20. Cela s'atténue un peu après la Seconde Guerre mondiale, mais on retrouve encore également ce genre de représentation dans un contexte, dans un système colonial où l'Européen est en haut de la hiérarchie par rapport à d'autres. Voilà, on a parlé de ces biais cognitifs, mais vous comprenez peut-être pourquoi ces biais ont la vie dure. Quelques exemples de l'exposition où on a d'autres clichés. Je vous rends attentif, vous voyez ici en haut le Nedekensche-Kafen, c'est toujours un enfant africain qu'on parrainait et qu'on baptisait, quelque chose un objet qui a été évoqué de manière très très récurrente dans les visites guidées au musée, dans le cadre principalement de personnes, disons, qui ont plus de la soixantaine, mais un objet qui a une importance. Donc, vous voyez, c'était dans le cadre de financement des missions, on pouvait acheter donc une telle image et baptiser l'enfant qui était représenté dessus. Je pense que vous avez les clés de compréhension de ce que cela a comme impact et ce que cela a comme impact de représentation. Un autre aspect qui était assez peu connu au Luxembourg, qui a été surtout thématisé par le journaliste Jérôme Quiqueret, qui est la présence pendant plus d'un siècle de zoos humains. Donc on a à peu près plus d'une vingtaine d'événements entre 1836 et 1936 qui se sont déroulés principalement à la Schwebafauer ou dans le cadre de cirques venant au Luxembourg, ou dans des grands restaurants, ou littéralement donc, ce qu'on appelait à l'époque en allemand des Völkerschauen, où les Luxembourgeois pouvaient aller voir dans des enclos ou à la foire comment vivaient prétendument des gens vivant dans d'autres parties du monde. Alors, cela n'est pas spécifique au Luxembourg, c'est quelque chose qui est commun à l'ensemble de la culture occidentale. Et c'est quelque chose qui est aujourd'hui très largement déconstruit. Et je pense aussi aujourd'hui que nous nous trouvons à un moment historique qui permet cela. Je vais juste le relever en relevant quelques points de vue. À la fin de l'exposition, nous avions posé quelques questions aux visiteurs. Plus de 400 réponses. On dirait par rapport à 23 000, ce n'est pas beaucoup, mais à la fin d'une exposition dont on mettait souvent plus de 2 heures pour la voir, c'est quand même un taux de réponse à qui nous satisfait. Bon, bien entendu, on a eu des réponses comme ceci, qui sont extrêmement critiques et qui montrent qu'il y a aussi une permanence de certaines représentations encore anciennes et aussi parfois très polémiques. Une chance, elles ont fait à peu près 1% des cas, pas plus d'1% des représentations. Vous avez ici d'autres 2 extraits qui montrent aussi le besoin d'en parler. Bon, on a fait une évaluation des formulaires, donc vous avez vu, mais aussi des livres d'or.
Et je vais juste relever 2 choses, c'est-à-dire que une grande majorité de mon étude n'est pas représentative, hein, puisqu'il y a déjà un public très spécifique qui vient au musée, et c'est en fait juste ce public-là qui a été interrogé. Mais on voit qu'il y a la prise de conscience, qui est une meilleure prise de conscience, l'éducation sur ce passé qui est mise en avant, et également qui observe, donc les visiteurs qui ont observé expressément que le racisme colonial persiste encore aujourd'hui. Nous avons des différences un peu, si on regarde les livres d'or, donc il y a les formulaires, et on a également intégré certaines remarques qui étaient marquées dans les 3 livres d'or qui étaient remplis pendant l'exposition par les visiteurs, et on voit qu'il y a un besoin. Et en dernier point, je vais terminer en fait sur les langues de ces réponses. Et vous voyez que ça peut être un peu étonnant pour une exposition sur l'histoire luxembourgeoise au Musée national d'histoire et d'art, mais à mon sens, c'est le reflet que l'anglais soit la première langue utilisée dans les réponses, c'est le reflet d'un changement aussi très important dans notre population actuelle, même s'il y a le biais que l'exposition était ouverte pendant les mois d'été et qu'il y a aussi beaucoup de touristes, donc des personnes non résidentes ici au Luxembourg qui l'ont visité. Mais pour moi, ça me permet de terminer en disant que je pense que aussi cette diversification très très forte de la société luxembourgeoise depuis plus de 30 ans maintenant justifie de manière encore beaucoup plus importante de nous consacrer à ce passé colonial, qui permettra de donner peut-être les clés pour déconstruire des préjugés qui sont encore là aujourd'hui. Il y a, d'un point de vue des historiens, une boîte à outils qui existe, dans laquelle les personnes qui travaillent plus spécifiquement dans ce domaine peuvent puiser, et puis les projets qui sont en cours permettront sans doute encore de donner d'autres outils qui permettront de déconstruire, d'un point de vue historique, ces préjugés. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour ce regard historique. Alors, avant de faire le tour des questions, nous avions comme organisateur prévu un petit Mentimeter. Donc, je vous demanderai d'aller et on voudrait un peu avoir à chaud un peu de vous tous, une réaction sur justement la première question étant celle. Selon vous, où est-il prioritaire de généraliser une éducation antiraciste au Luxembourg? Donc, vous avez l'option dans les crèches et maisons relais, à l'école fondamentale, au lycée, à l'université, je ne sais pas, mais vous ne devez, s'il vous plaît, que choisir au maximum 2 réponses. Donc, est-ce que vous pourriez donc, je répète, selon vous, où est-il prioritaire de généraliser une éducation antiraciste au Luxembourg? J'espère que tout le monde a pu accéder donc à menti.com avec le code 77 54 33 90 ou à travers le QR code qui s'affiche. Et puis vous pouvez donc répondre à cette question. Je la répète, selon vous, où est-il prioritaire de généraliser une éducation antiraciste au Luxembourg? 2 réponses au maximum possible, mais vous pouvez aussi n'en répondre qu'une seule. Alors on regarde peut-être les résultats. Alors, l'école fondamentale semble bien celle qui pour l'instant semble le plus plébiscitée, suivie du lycée, ce qui nous ramène bien sûr à l'importance aussi de la présence d'activités comme celle des IKL à l'école fondamentale. Donc, ce sont vraiment donc l'avis des personnes ici, et effectivement, mieux vaut commencer très tôt. Et plutôt dans l'enseignement et moins dans le non formel, ce qui semble la vie ici dans la salle. Je propose de passer à la deuxième question. Selon vous, le passé colonial du Luxembourg a-t-il encore des répercussions aujourd'hui dans notre vie quotidienne? Un peu la suite de l'exposé de Régis Meuse sur déconstruire finalement. Alors voilà, pour l'instant, oui. Donc il semblerait effectivement clairement que la salle trouve que ça fait partie, et cela avait été aussi dit dans l'une des présentations, l'histoire de notre civilisation, mais aussi de notre passé, doit faire partie aussi des contenus dans l'enseignement sur ces questions. Alors, sur ça, je vous donne enfin la parole à la salle. Je tiens aussi à vous dire que nous allons le mieux, ce serait peut-être que je vais regrouper certaines questions. Est-ce que vous voudriez bien très brièvement juste dire qui vous êtes et poser la question, et peut-être indiquer aussi à qui vous voulez la poser.
Donc n'hésitez pas à intervenir. Il y a eu beaucoup de sujets différents. Il y a peut-être des points que vous aimeriez qu'on aborde plus en détail, que ce soit des activités, des personnes qui ont présenté. Alors, qui veut bien commencer? Alors, là-bas. Ah, bravo. Il y a quelqu'un qui lève la main. Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Merci. Bonjour. Moi, j'avais un doute tout à l'heure par rapport au pourcentage des enfants d'origine étrangère au fondamental et au secondaire. On a parlé de 40% et de 38% en termes de nationalité ou d'origine? Merci. Je crois que c'était indiqué dans la présentation oui, c'est écrit nationalité. d'Ali Book Club. Est-ce qu'il y a une autre question éventuellement? Parce que comme nous n'avons pas trop de temps, ce serait bien de voir s'il y a encore une autre question. Sinon, je laisse tout de suite la parole à Ali Book Club. Alors, je laisse la parole à Ali Book Club. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Alors, il s'agissait bien en termes de nationalité pour l'année 2021. Je tiens à préciser. Donc, c'est sur base de la nationalité. Une autre question ici devant? Vous voulez bien passer le micro, s'il vous plaît? Ah, voilà. Vous m'entendez? Oui. OK. Je m'appelle Mounia Zerktouni. Donc, moi, je me permets de compléter ça parce que si c'est les nationalités, les pourcentages de nationalité faussent les informations. Moi, je suis luxembourgeoise de nationalité. On voit bien que je ne suis pas blanche de peau. Voilà. Et à l'école, je pense que c'est très important de faire la distinction. Et combien de luxembourgeois sont de couleur encore plus foncée que moi? Moi, je pense que c'est quand même important. De manière générale, quand on parle de l'école ou même dans notre société, c'est un point à ne pas oublier. Parce que quand on parle du pourcentage des personnes étrangères, OK, mais au sein de la société qui est de nationalité luxembourgeoise, on sait très bien que c'est important. C'est une information très importante et ça a le don un peu de m'agacer à chaque fois. Merci pour cette remarque. Y aurait-il une autre question? Oui, là-bas, madame. Tous les projets que vous avez cités, ils sont déjà mis en place ou ça va être mis en place? Est-ce que vous vous adressez à IKL ou à Ali Book Club? À tout le monde. À tout le monde. Bon, alors comme vous voulez. Tous les projets sont en place, oui. Non. Ça marche mieux comme ça. Oui, d'un côté, tous ces projets-là, ils sont déjà en place. C'est le projet Visible qui vient de se terminer en fin 2022 et on est en train de voir comment le pérenniser. Et alors, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps. Nous, on est employés pour faire ces projets, mais on n'est que 6 personnes pour tout le pays. Et peut-être encore une petite remarque en ce qui concerne les statistiques. Les statistiques, c'est jamais évident. C'est difficile d'avoir les données. Et pour cette raison, bien sûr, il s'agit toujours des nationalités. Et même avec les nationalités doubles, c'est toujours la nationalité luxembourgeoise qui est comptée. Et une autre statistique qui est assez intéressante, qui va un peu plus dans cette direction que Mounia vient aussi d'en parler, c'est la statistique des langues maternelles. Et on sait que 2/3 des enfants, plus ou moins, parlent une autre langue que le luxembourgeois en tant que première langue. Mais alors, je suis tout à fait d'accord qu'avec les statistiques sur la nationalité, ça ne représente pas la situation dans les écoles en ce qui concerne les personnes qui sont concernées par le racisme ou non. Alors, une autre raison pour dire que c'est un phénomène qui nous concerne tous, n'importe la nationalité. Et si je peux rajouter, Pierre, et du coup à Madame, nous, on utilise cette statistique pour montrer qu'il y a beaucoup de pluralité et un manque de représentation. C'est dans ce sens-là qu'on l'a pris, mais je suis d'accord que quand on dit luxembourgeois, c'est faussé,
Et nous, en tant qu'association, on a aussi beaucoup de témoignages de personnes qui viennent témoigner en privé. Et on se rend compte que déjà tout petit à l'école primaire, des enfants luxembourgeois, donc nés au Luxembourg, de nationalité luxembourgeoise, mais peut-être de parents non luxembourgeois, vont systématiquement être victimes d'une certaine altérité, une mise à distance, et que très souvent, ces comportements viennent du personnel éducatif lui-même, donc des adultes. Et du coup, ce sont des témoignages qui nous arrivent beaucoup aussi. Et c'est pour ça que nous mettons un point d'honneur à faire ces formations du coup, des différents agents éducatifs. Est-ce que je peux me permettre de répliquer sur ce qui vient d'être dit? En fait, c'est exactement ça. Et après, en fait, on représente le pourcentage des nationalités. Et donc, je complète juste ce que vous venez de dire. Par contre, lorsqu'ils commettent un crime ou quelque chose de mal, la presse ne se gêne surtout pas de représenter la nationalité à ce moment-là, mais les origines. Et ça, c'est un problème, parce que ou bien on est luxembourgeois, ou on ne l'est pas. Merci pour ce commentaire. Il y a 2 demandes de parole, donc je vais d'abord madame, et puis comme ça, on peut regrouper les questions. Bonjour. Bonjour, je suis Madeleine Yougui de l'association One People. Et je venais revenir justement sur l'exposition par rapport au passé colonial du Luxembourg. Et en fait, parce que c'est très bien, je pense, cette exposition, j'ai pas eu la chance de la voir. Moi, j'étais voir celle de Pascal Blanchard sur les eaux humains en Belgique. Mais je pense également, je ne sais pas si effectivement si ce travail-là va rentrer dans les écoles, c'est-à-dire que cette vérité historique va pouvoir prendre place dans les livres d'histoire. Parce que quand on envoie nos enfants à l'école, on a envie qu'ils apprennent également l'histoire de leur culture, qu'il y ait une vérité historique dans les livres scolaires. Et cette question, en réalité, elle est pour moi un sujet non seulement au Luxembourg, mais en France et en Europe, généralement. Merci pour cette question. Je vais tout de même laisser les autres questions, comme ça on peut tous les regrouper, ça nous permet de prendre plus de questions. Oui, Michel ? Oui, je ne voudrais pas poser une question, mais revenir sur le cycle de conférence et clarifier comment, dans tout le processus de cette étude, on a tenu compte, au moins du point de vue quantitatif, de la distinction nationalité et pays d'origine. Dans les 2 premières conférences, on avait présenté les données quantitatives, et pour tenir compte de ces aspects-là, pendant tout le volet quantitatif, on avait utilisé le pays de naissance comme variable pour approximer les origines. C'était appesanti sur le pays de naissance et non la nationalité. Cela avait permis de caractériser certains groupes et ainsi de suite. Il y a déjà eu ça dans les cycles passés de conférences. Ouais. Merci. Il y avait M. Marc qui voulait aussi poser une question. Oui, Charles-Marc Tegren, et puis démographe aussi. J'étais au Statec il y a quelques jours. On va avoir enfin sur le dépouillement du recensement en cours de cette année des données. Et autre vérité, entre guillemets, statistique, c'est qu'il y a au moins entre 15 et 20% de binationaux au Luxembourg. C'est-à-dire, si on fait, grosso modo, rien qu'en termes de nationalité, il y a 15-20% de binationaux luxembourgeois et 1, 2 ou 3 autres nationalités, 40% de luxembourgeois de souche, et voilà. Et les autres étrangers, c'est-à-dire que les luxembourgeois de souche sont définitivement et largement, en parlant d'origine, des origines, une minorité dans ce pays. Et ma question, qui se base aussi là-dessus, vous avez parlé du courage d'identifier, du courage de dire. Moi, je sais, bon, en tant que démographe, on essaie de nommer les choses, mais c'est très difficile de parler de quelqu'un, von einem Schwarzen, von einem Weißen oder von allen anderen Farbtypen oder auch von Jungen, von Mädchen, von Jungen, von allen. Le politique correct, il faut quand même se mettre d'accord. Est-ce qu'on parle vrai ou est-ce qu'on reste dans l'émotionnel sans dire les choses, et si on n'arrive pas à les nommer,
ce que tout le monde a dit à table, on n'y arrivera pas, hein, parce que l'inconscient ou le sous-jacent ne réapparaît pas. Hein. Merci pour cette question. Il y a encore une question, Claudia, et puis je propose qu'on réponde. 3 petites remarques. En fait, j'enchaîne un peu ce que Charles vient de dire. Je pense qu'il faut être très attentif aussi quand on parle des étrangers. Selon de différentes études que nous avons faites et que le LISER ou Statec, etc. font, 50% des étrangers sont hautement et très hautement qualifiés, se positionnent au-dessus des luxembourgeois et 50% sont moins qualifiés. Cela montre déjà une pyramide socio-économique qu'il faut réaliser. Deuxième point, patriarcat, c'était un peu à la marge, et matriarcat, cela fait des années que les filles ont de meilleurs résultats à l'école, et ça fait bien 20 ans, 25 ou 30 ans, que les filles ont de meilleurs résultats à l'université, et que salaire, en début de carrière, les femmes sont au-dessus des hommes. Forcément, puisque déjà les études universitaires mènent vers certaines choses, et quand ils sont déjà en priorité dans les études universitaires, le reste s'enchaîne. Pour les écoles, j'ai une question. Est-ce qu'on a fait la différence un peu entre école nationale et école internationale, privée et publique? Donc les deux, nationale et internationale. Merci. Merci. Donc, je vais proposer par ordre. Donc, il y avait d'abord la question des suites, éventuellement dans les manuels et autres de l'exposition. C'est une question effectivement qui, nous en tant que musée, on n'est pas responsable pour la constitution de manuels scolaires. Par contre, on a effectivement eu en contact, et j'ai oublié de le dire, avec la commission des programmes d'histoire de l'enseignement secondaire général, qui a montré un intérêt pour créer des fiches de travail par rapport au passé colonial luxembourgeois spécifique, puisque le colonialisme, si je ne me trompe pas, fait partie en partie de certains programmes scolaires pour certaines classes, mais pas la spécificité luxembourgeoise. Bon, le projet d'exposition en tant que tel pour le MNAH est aujourd'hui terminé, mais nous travaillons toujours à une publication qui sera plutôt une publication historique, scientifique, qui paraîtra, espérons-le, au courant de cette année, et ça sera quelque chose qui contribuera encore à donner un peu plus d'outils pour que les enseignants puissent travailler avec. C'est-à-dire que les sources sont présentes, et moi, personnellement, je ne souhaite rien de plus que ce travail de beaucoup d'historiens ont fait dans les années passées puisse se retrouver dans les manuels scolaires. Alors, j'ai juste donné aussi, on a parlé maintenant, petite twist historique pour parler quand on parle d'étrangers ou luxembourgeois et de couleur de peau. Une spécificité au Luxembourg est que lorsque les enfants nés de mères africaines et de pères luxembourgeois, lorsque le père, avant 1960, reconnaissait l'enfant, ce qui a été très rarement le cas, la loi de Luxembourg s'appliquait, donc cet enfant était considéré par l'État comme luxembourgeois. Et vous avez un certain nombre de biographies qui le montrent, donc des luxembourgeois noirs. Ce n'est pas quelque chose qui date d'il y a 20 ans, c'est quelque chose qui a une profondeur historique qui, en tout cas pour le premier d'entre eux, Jacques Lors, il est né en 1905, juste pour apporter un peu pour encore un peu diluer les catégories traditionnelles, comment on essaye d'étiqueter les gens. Alors, pour la question de avoir le courage d'identifier les choses, je vais peut-être passer la parole à Alikaël et également sur la pyramide. Alors, peut-être que je vais revenir sur les différentes questions. En ce qui concerne, par exemple, aussi d'aborder l'histoire du colonialisme,